Et oui, nous sommes en votre compagnie, samedi midi et 3 minutes. Dites donc, vous êtes de plus en plus nombreux à être en notre compagnie sur YouTube. On est ravis. 400 000 parmi vous qui nous suivent régulièrement. 400 000 personnes. Nous continuons cette progression. 400 001 avec Jean-Luc Moreau. Salut Jean-Luc. On va ouvrir le micro. Bonjour Dame Laurence, oui c'est mieux. Ouais. Comment va l'ami Jean-Luc? Il va très bien. Et 400 002 évidemment avec moi et 400 003 avec notre invité du jour, Franck Marotte, qui est président directeur général de Toyota France. Bonjour monsieur le président directeur général de Toyota France. Bonjour Madame Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, vous restez avec nous pendant une heure, on a plein de questions, on a eu plein de questions d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais si vous avez des questions à poser en direct par téléphone, Laurence, le numéro c'est le 0826 300 300. Je ne connais toujours pas, hein, c'est pour ça que je... Ah mais ça c'est normal, les garçons sont pas capables de faire deux choses en même temps. C'est incroyable. Alors 0826 300 300, c'est le studio, enfin du moins le standard, et puis vous nous rejoignez aussi sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes déjà en train de vous connecter pour nous retrouver. Émission spéciale, toutes vos questions évidemment sont attendues sur Sud Radio, on parle vrai. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Alors Jean-Luc, évidemment, on l'a voulu, c'est comme ça cette année, une fois par mois, on reçoit un des grands boss des voitures et des constructeurs mondiaux. Aujourd'hui, Toyota France. Alors Toyota, c'est une marque particulière parce que c'est une marque japonaise, tout le monde le sait, mais c'est aussi le leader mondial, c'est le plus grand constructeur automobile, et puis surtout, on pourrait dire presque, c'est un constructeur français. Vous avez été les premiers à labelliser, je crois, un véhicule Made in France avec la Yaris. Alors on a été les premiers à labelliser Made in France, à labelliser Origine France Garantie, ce qui veut dire qu'on a plus de 50% de composants d'une voiture qui sont produits en France. Donc on a la prétention effectivement de faire partie de l'écosystème industriel français. Vous avez eu du pot parce que cette semaine, vous n'êtes pas fait remonter les bretelles par Emmanuel Macron. Les constructeurs français ont été un peu secoués et Toyota y a échappé. Donc là, on peut considérer que vous étiez japonais cette semaine et que des fois vous êtes français. On peut considérer ça, mais en tout cas c'est une vraie fierté de faire partie de cet écosystème parce que ça contribue bien sûr à l'emploi en France. On a quasiment maintenant près de 5000 emplois, dont une très grosse partie, 3500 sont des CDI. Donc c'est une vraie contribution et on le fait en plus dans une région qui historiquement avait des oui, alors l'usine est à Onin parce que on est à côté de Valenciennes. On est à côté de Valenciennes, dans le nord de la France. Et à l'époque, avec le maire Jean-Louis Borloo, donc fin des années 90, eh bien... Le bassin d'emploi avait bien besoin de ce genre d'investissement industriel. Et donc, c'est une grande fierté d'avoir contribué à redresser l'économie locale. Voilà. Région textile et minière avant tout, qui est effectivement en très forte dose de chômage. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on trouve la ville où il y a le plus grand taux, c'est à Roubaix, de chômage en France et de pauvreté en particulier. Voilà, puisqu'on est, on a commencé par la fin, hein, Moi, j'adore commencer par la fin. FAIN à midi 6. Puisqu'on parle de la production en France, est-ce que le fait de produire en France fait que vous êtes moins touché aujourd'hui par les pénuries de composants ? J'aurais tendance à dire que non, parce que les approvisionnements en composants sont mondiaux dorénavant, et donc les circuits d'approvisionnement concernent toutes les usines. Après, le fait qu'une usine puisse être touchée plus ou moins dépend essentiellement de la construction technique et des caractéristiques techniques du véhicule et des composants qui sont dedans. Et donc certaines usines, parce que le composant qui compose le véhicule sont en pénurie, sont plus impactés en termes de production. Donc c'est essentiellement lié à ça et pas du tout à la localisation géographique. Alors pour être très concret, si je vous commande là, si je vais en sortant commander un nouveau Yaris Cross, est-ce que j'aurai un délai de livraison qui sera rallongé ? Alors vous aurez un délai de livraison d'abord le plus fiable possible, parce que chez Toyota, le critère premier dans des périodes de crise comme celle que l'on connaît en ce moment, c'est de donner un délai fiable pour que le client soit assuré de conserver sa mobilité ou d'être assisté, accompagné dans sa mobilité. Quitte à lui dire un mois plus tard, quitte à lui donner des dates. Un mois plus tard. Voilà, ne pas lui mentir dès le départ, en lui disant vous aurez la voiture dans un mois, en sachant très bien qu'elle pourrait être produite que dans 6 mois. Premièrement, et deuxièmement, on lui met à disposition une solution de mobilité, que ça soit une prolongation de son financement actuel, que ce soit un véhicule d'occasion que l'on va lui louer sous forme courte durée pendant la période d'attente du nouveau véhicule neuf. Voilà, donc on ne laissera pas nos clients ou nos prospects sans solution de mobilité parce que dans la plupart des cas, on le voit en permanence, la mobilité c'est un facteur clé pour continuer sa vie quotidienne. Puisqu'on parle de la fin, oui. on a parlé de l'usine d'Onin, vous venez de réouvrir, c'était le 13 septembre je crois ? Oui, effectivement. Parce qu'il y a eu 3 semaines après de période de chômage comme... En fait, il y a eu 2 semaines de fermeture due au congé, début août, et puis ensuite il y a eu 3 semaines de prolongation de cette fermeture qui se sont arrêtées en septembre. On n'a pas repris à 100%
dès le début du mois de septembre. On n'est encore pas d'ailleurs complètement à 100%. On y sera très probablement dans les semaines qui viennent, à partir de début novembre. Voilà, donc, et à cause des composants toujours? À cause des composants. Et au niveau des salaires, ça se passe comment? Enfin, les garçons, l'équipe, les femmes? Il y a eu bien sûr des négociations salariales qui ont été menées avec les partenaires sociaux localement et un accompagnement qui a été prévu selon un schéma d'activité à l'arrêt longue durée qui est systématiquement encadré et accompagné. Le prix des matières premières a augmenté assez fortement l'année passée. Est-ce que ça va se répercuter à plus ou moins moyen terme sur le prix des véhicules? Vous allez augmenter ou pas le prix des voitures? Alors, la réponse concernant les prix de vente est que nous regardons en permanence notre positionnement par rapport à la concurrence. Donc, les coûts sont évidemment une variable qui constitue la rentabilité d'un constructeur. Par contre, quand il s'agit des prix de vente, il s'agit d'être compétitif, d'abord face aux concurrents, et ensuite d'être compétitif par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs que l'on cible. Et donc, c'est ça qu'on va continuer à regarder. Et en amortissant éventuellement des surcoûts qui peuvent exister, il y a parfois des gains de productivité supérieurs à ce qu'on avait anticipé qui nous permettent aussi de compenser cela. Mais en tout état de cause, ce qui nous guide dans la fixation des prix, c'est bien le consommateur et la concurrence qui est face à nous. D'accord. Donc pour l'instant, pas d'augmentation envisagée? Non. On a une question Facebook tout de suite, on va en profiter puisque vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook. C'est Stéphane qui dit: est-ce que vous pensez à créer vos propres composants avec une souveraineté nationale? Alors, nos propres composants, on a déjà une intégration, ce qu'on appelle verticale, avec un certain nombre de fournisseurs qui sont dans l'écosystème Toyota, donc qui appartiennent à Toyota. Est-ce qu'on va plus loin ou pas? C'est une stratégie qui peut s'entendre, mais on est déjà beaucoup plus avancé que d'autres constructeurs dans ce domaine. Après, on a un parti pris qui est différent, et en particulier quand on parle des semi-conducteurs, qui est d'avoir une relation pérenne, extrêmement structurée et respectueuse de critères de qualité extrêmement exigeants avec l'ensemble de nos fournisseurs. Et ça, c'est ce qui nous permet, globalement, en 2021, d'être beaucoup moins sujet à des variations de production et à des aléas. Donc on a eu des aléas ces dernières semaines qui ne sont pas liés en fait à la structuration de notre relation avec les fournisseurs. Ils sont liés à une situation de Covid, à une vague de Covid extrêmement importante en Asie du Sud-Est, où sont produits un certain nombre de composants essentiels à la production des véhicules. Donc c'est la Birmanie, c'est le Vietnam, et au transport également. Et donc les usines ont fermé. Et on a contribué à leur fermeture parce que la santé des employés est au cœur de la stratégie de Toyota. Et ça s'applique aussi à nos fournisseurs et c'est ce qui construit notre crédibilité avec eux. Voilà, c'est pas de la flagornerie ça, hein, la santé de vos employés est vraiment au cœur de... Absolument. Et c'est aussi pour ça que dans les périodes de Covid qui ont lieu en Europe, eh bien, l'usine de Valenciennes a été en permanence soit fermée, soit accompagnée de manière extrêmement stricte dans sa reprise d'activité. On a été la première usine à redémarrer en 2020 lors de la première, lors du premier confinement, donc fin avril. On a été la première usine automobile française à rouvrir, mais dans des conditions sanitaires extrêmement encadrées et sans aucun cluster. Alors, on va en arriver au produit. Toyota est le leader en matière d'électrification depuis longtemps déjà. La première Prius 1997, à l'époque où tout le monde disait c'est du greenwashing, ça marchera jamais. Bon, aujourd'hui, ça y est, on a compris que vous aviez raison. En revanche, si Toyota est leader au niveau des hybrides, au niveau 100% électrique, c'est pour l'instant le désert des tartares, il n'y a rien. Il y a quand même un modèle électrique qui va arriver bientôt. Alors pourquoi ce retard déjà? Comment on peut expliquer le fait que Toyota ait attendu aussi longtemps avant de faire des véhicules 100% électriques? Alors l'ambition de Toyota dans tout ça, elle est de décarboner progressivement le parc automobile. Et donc de contribuer à une société meilleure et à des émissions de CO2 qui globalement sont inférieures à ce qu'ils ont pu être dans le passé et en lien aussi avec l'automobile. Partant de là, il faut que cette décarbonation soit accessible en prix. Et c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, il y a plus de 20 ans, de démarrer par de l'hybride auto-rechargeable, qui est une technologie par définition qui utilise la combinaison d'un moteur thermique et de batterie. Ouais, vous pensez pas que c'est un peu, quand on dit hybride auto-rechargeable? Alors, au tout début, quand la Prius est sortie, c'était la voiture électrique qu'on branche jamais. Maintenant, c'est l'hybride auto-rechargeable. C'est pas plus simple de dire que c'est une voiture hybride. Maintenant, les gens ont un peu compris comment ça fonctionnait. Ça serait plus simple, Jean-Luc, s'il n'y avait pas autant de confusion autour de la dénomination hybride. C'est vrai.
C'est vrai qu'il y a des voitures qui sont baptisées hybrides, qui n'ont rien d'hybride vraiment. On a des voitures qui sont baptisées hybrides aujourd'hui sur le marché automobile, mais avec une hybridation qui est extrêmement variable. Ça veut dire quoi pour être concret avant la première pause de notre rendez-vous? rendez-vous? Un apport d'électricité avec un moteur thermique. En assistance des moteurs thermiques. Voilà, mais il y a ce qu'on appelle les micro-hybrides, en fait, où c'est juste un alterno-démarreur, c'est l'alternateur qui sert à récupérer un tout petit peu d'énergie pour une micro-batterie et à redonner quelques chevaux de plus au moment de l'accélération, alors que si on prend le système Toyota, on a 2 moteurs de puissance à peu près équivalente qui font le job chacun leur tour ou ensemble. Et ça, c'est une vraie hybridation. C'est ce qu'on appelle du full hybride. Voilà. D'accord. Et surtout, cet hybride, pour que le consommateur qui nous écoute le comprenne très bien, cet hybride permet de rouler pendant quelques kilomètres en électrique. 0 émission totale. On continue d'en parler dans quelques instants, puisque moi, sinon, je vais devenir hybride, parce que ma direction va me dire, Lolo, il faut quand même faire attention à la montre. On continue de discuter avec Franck Marotte, qui est, je vous le rappelle, le président directeur général de Toyota France, qui est en notre compagnie. Vous continuez évidemment à réagir, soit sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez nous retrouver en direct et en visuel, ou évidemment et également on vous attend au 0826 300 300. Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On parle auto spécial aujourd'hui avec un invité de marque. Il s'agit de Franck Marotte, qui est le président directeur général de Toyota France, et nous allons parler donc. On va parler sécurité. De sécurité chez tout à l'heure, Toyota, Franck bien nous sûr. disait que Toyota prenait soin de ses employés, mais vous prenez soin également de vos clients. Vous avez tout intérêt d'ailleurs. Et je crois que c'est un des rares constructeurs au monde à proposer, alors hormis sur la petite Aygo qui va disparaître bientôt d'ailleurs, vous nous expliquerez tout à l'heure ce qui se passera au niveau des petites voitures, mais à proposer un système de sécurité complet qui s'appelle le Safety Sense. Qu'est-ce que c'est que le Safety Sense déjà ? Alors le Safety Sense, ça participe d'une stratégie qui a démarré au départ quand on a fait des voitures de plus en plus sûres à bord, et donc en protégeant les passagers, qui maintenant consiste à éviter, et c'est ça le Toyota Safety Sense dans sa philosophie, je ne vais pas rentrer dans le détail des équipements qu'il compose. C'est éviter l'accident. La philosophie, c'est éviter que le véhicule touche ce qui l'entoure. D'accord. Voilà, c'est ça. Et la troisième étape sur laquelle on viendra un jour, c'est la voiture autonome, où effectivement, eh bien, on pourra, le conducteur aura la possibilité d'être déresponsabilisé sur le fonctionnement de son véhicule. Et la voiture autonome, on a le sentiment que c'est un peu l'Arlésienne, parce qu'il y a des années, moi je me souviens de prototypes Toyota qui nous promettaient la conduite autonome pour le tournant des années 2020. Bon, ça y est, le tournant a été fait. On n'a toujours pas de voiture qui propose vraiment de la conduite autonome. C'est des briques, en fait, de cette conduite autonome qui sont installées sur les véhicules aujourd'hui. Vous en êtes où, vous, de ce côté-là ? Alors, je vais vous dire, Jean-Luc, et c'est pas un grand secret, des voitures autonomes, aujourd'hui, ça existe. Oui, j'ai roulé au Japon avec des voitures autonomes. Vous avez roulé au Japon avec des véhicules de Toyota. On en a présenté lors des Jeux Olympiques de Tokyo dans l'espace olympique. Donc la technologie, elle est mature. Le problème de cette technologie encore aujourd'hui, c'est qu'elle est extrêmement coûteuse. Donc il y a plusieurs pistes. Et puis il y a des problèmes de réglementation aussi aujourd'hui. Oui, des problèmes de responsabilité juridique. Ça va. En cas d'accident, à mon avis, l'écueil principal, il va être là. En fait, la technologie doit encore progresser, mais réglementairement. Le problème de la juridique, c'est qu'on doit rester maître de son véhicule. Sauf que si on a une voiture autonome, on n'est plus maître de son véhicule. Conduite, oui. Mais ça va s'estomper. Par contre, sur le prix, je suis assez d'accord. Moi, je pense que la réglementation, comme toute réglementation, elle va évoluer en fonction de l'offre technologique, et les constructeurs démontreront le jour où ça sera opportun que la technologie fonctionne, qu'elle est fiable et donc qu'elle peut être compatible de la réglementation. Le problème, il est aussi sur le prix. Il faut que ces technologies soient accessibles pour le plus grand nombre et en particulier, à terme, qu'elles puissent être généralisées sur la plupart des véhicules, comme l'est aujourd'hui dans la stratégie Toyota, le Toyota Safety Sense. Donc aujourd'hui, on a une réponse qui est intermédiaire, qui permet, avec des systèmes assez sophistiqués, des équipements très sophistiqués, mais à un prix accessible, puisque ça n'obère pas notre positionnement prix face à la concurrence dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien de proposer un dispositif qui évite que le véhicule que vous conduisez entre en contact avec tout ce qui l'entoure. Les autres véhicules, les vélos, les piétons, de jour, de nuit, etc. On est d'accord que sur les nouveaux modèles, en particulier on va prendre l'exemple du Yaris Cross, dès le modèle de base, c'est-à-dire la finition de base, on dispose du Safety Sense. La stratégie de Toyota est de généraliser sur l'ensemble de sa gamme ce dispositif. C'est important parce que ce que vous dites aussi sur le coût, parce que c'est une des choses que l'on peut reconnaître à Toyota, c'est toujours faire attention au coût
et à l'accessibilité à ces véhicules auprès du grand public, et y compris pour l'électrique, parce qu'on va en reparler de l'électrique et du développement, mais c'est une de vos problématiques, c'est comment faire en sorte que cette électrique reste accessible à tous, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. Pourquoi on a fait de l'hybride il y a 20 ans et pas de l'électrique ? C'est parce qu'on a souhaité mettre en œuvre une technologie qui décarbone. On est à 20-25% de gain de CO2 sur un véhicule hybride auto-rechargeable, mais tout en étant accessible, et l'hybride est à des prix comparables au diesel thermique 100%. L'électrique commence seulement à devenir un peu plus accessible, mais elle ne l'est pas encore complètement. Et on voit que sans incitation gouvernementale, sans accompagnement fort des constructeurs, eh bien, l'accessibilité prix de l'électrique ne serait pas au rendez-vous. Et c'est aussi pour ça que on considère chez Toyota que c'est le moment d'y venir de manière graduée, parce que le marché, bien qu'on en parle énormément, reste un marché de niche. Niche géographique, une grosse essentiellement urbain. De moins, oui, non mais ça grossit, mais c'est encore en dessous de 10%. C'est encore en dessous de 10% du marché. Et puis du marché neuf, et c'est zéro du marché de l'occasion. Mais Franck Marotte, on va parler des produits. Là, on va faire la petite pause jingle et on parle des produits électriques qui arrivent. Maintenant ? Oui. Allez, c'est parti. Pour vous qui nous écoutez régulièrement et au quotidien sur Sud Radio, pour Patrick R qui nous a envoyé un message et qui vous salue, qui dit que votre nouvelle Yaris est top et exemplaire. Voilà, ça c'est dit. Merci. Et puis vous êtes 400 000 à nous recevoir et à nous retrouver régulièrement sur YouTube. On en est ravis. Tout de suite, on parle de vos questions d'ailleurs. Hein. C'est ça, l'ami Jean-Luc ? Ouais. Les questions d'auditeurs au boss de Toyota. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Les questions. Oui, alors, on a vu un concept. Ah, c'est un concept car parce que le nom, il est un peu bizarre. Il s'appelle le BZ4X. Alors, il n'est pas fait en Bretagne. Joli. Ça pourrait être ça, non ? Ça veut dire Beyond Zero. Alors, on va au-delà de zéro. Alors, on peut aller au-delà de zéro. Non, mais c'est quoi ? C'est le premier véhicule électrique. C'est un SUV. Il arrive quand ? Et vous avez été assez avare, en fait, en caractéristiques techniques sur ce véhicule. Pour quelles raisons ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une ou deux petites... Ça fait beaucoup de questions à la fois. Ça fait beaucoup de questions. Hein. Alors le BZ4X, je vais déjà vous aider sur le nom. Ouais. Donc c'est effectivement BZ4X Beyond Zero. 4 c'est parce que c'est la taille du modèle. D'accord. Et X parce que c'est un crossover. D'accord. Donc il s'appellera comme ça, vraiment ? Il s'appellera comme ça. En tout cas, le concept s'appelle comme ça. Les Bretons vont être heureux, comme je disais. Voilà. Très bien. Quand on parle de la taille du véhicule, il a été présenté donc au salon de Shanghai au printemps dernier. Et c'est un véhicule qui est de taille comparable au RAV4. Voilà. Donc c'est un SUV de taille assez imposante et dont les caractéristiques seront révélées prochainement. Donc on connaît ni l'autonomie, ni la puissance, ni rien du tout. Le scoop, ça ne sera pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ça marque l'arrivée, comme je le disais précédemment. C'est bien dommage si vous voulez revenir. Non, mais ça marque, c'est important pour nous parce que ça marque effectivement l'arrivée sur un territoire, l'électrique à batterie, qui est nouveau, sur lequel on est attendu, bien entendu, parce que quand on regarde les enquêtes clients, lorsqu'on questionne les clients spontanément, quelle est la marque leader des véhicules électriques ? Vous avez un concurrent américain bien connu Tesla, qui est spontanément celui que vous venez de nommer. Et le deuxième qui est cité par les clients, c'est Toyota. Alors même que nous n'avons pas d'offre. Mais c'est pour ça que moi je trouve ça personnellement très bizarre, parce que vous avez un réservoir de gens qui sont déjà sensibilisés à l'environnement. Dans leurs achats de véhicules, il y en a certains qui pourraient franchir le pas de l'électrique. Alors, pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de coût, puisque le coût d'un véhicule électrique aujourd'hui, c'est sans concurrence en termes de kilomètres de prix au kilomètre parcouru. C'est à l'achat que c'est... Mais à l'achat, ça reste extrêmement coûteux. Et mais on sait en France que en fait, les gens sont polarisés sur le coût kilométrique et pas forcément sur le prix d'achat des véhicules. C'est extrêmement bizarre. On a acheté des diesels pendant 2 décennies, alors que c'était plus cher, et que au final, c'était pas forcément rentable, sauf pour les gros rouleurs, de rouler au diesel. Alors, ça serait quoi le budget à peu près ? Excusez-nous, Franck Marotte, on vous coupe là. Ça serait quoi à peu près le budget de ce fameux BZ4X ? Quand on regarde, alors je ne vais pas vous donner le prix de notre voiture, mais par contre je peux vous donner à peu près où se situe le marché des véhicules électriques de ce segment-là. On est aux alentours de 50 000 €. Ce qui est extrêmement cher quand même pour un véhicule, pour monsieur tout le monde qui nous écoute. Même quand on le mensualise avec un financement, ça reste des véhicules qui sont plus chers. Ça, c'est un gros véhicule, mais si vous faisiez des petites voitures, parce que alors on a beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé alors quand est-ce qu'il y a une Yaris électrique ? Alors, voilà. Totally électrique.
Alors, l'avantage quand il y a un chiffre 4, c'est qu'il y a en dessous 1, 2, 3. Oui. Donc, sans dévoiler des Donc secrets non la plus. BZ1, c'est quand alors Donc, on peut se dire qu'il y aura quelque chose en dessous. Voilà, c'est tout. C'est la réponse que je vous ferai pour aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que le marché est en train d'évoluer assez rapidement avec, grosso modo, 2 types de segments qui se développent fortement. Le premier, c'est les petits véhicules urbains. Avec aujourd'hui quelques leaders qui font des volumes assez significatifs. Et puis on est ensuite sur le haut des segments parce que qui touche une clientèle avec fort pouvoir d'achat, et c'est pour ça qu'on arrive avec le BZ4X. Alors le BZ, c'est bizarre comme nom, parce que moi ça me fait plus penser à un canapé. Vous êtes sûr que vous allez le garder? On va le garder. BZ parce que ça veut dire quelque chose pour nous. Pourquoi Beyond Zero? Et Jean-Luc m'interrogeait tout à l'heure. On a affiché très tôt et sans contrainte réglementaire particulière, parce que grâce à notre technologie hybride qui équipe 70% de nos véhicules, on arrive chez Toyota naturellement, sans forcer le mix de nos ventes, à atteindre les seuils réglementaires d'année en année. Mais l'objectif que l'on poursuit, c'est effectivement de faire du zéro émission en 2050 sur l'intégralité de notre gamme, mais ne pas faire que ça. On veut le faire bien sûr sur les voitures, et ça c'est le premier pilier de la stratégie Beyond Zero. On veut le faire aussi sur tous nos objets de mobilité, et on va probablement parler un peu plus tard on a l'ambition de devenir une société de mobilité. Donc ça veut dire qu'au-delà des voitures, les autres objets seront aussi zéro émission, et on veut le faire avec une satisfaction client qui s'améliore encore par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. On est reconnu comme leader. Et tout ça pour créer une société meilleure. On en parle dans quelques instants, on continue avec un essai d'ailleurs, l'essai auto de l'ami Jean-Luc que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes d'ailleurs plus de 400 000 maintenant à nous retrouver, ça nous fait chaud au cœur d'être la famille qui s'agrandit, et on va découvrir en essai auto. Ah oui, la Toyota Yaris Cross. Celle dont on parle beaucoup, qui a un petit côté RAV4. Elle nous a fait rêver. Jean-Luc l'a essayé, à tout de suite. Et on prend le volant que vous retrouvez d'ailleurs, l'essai en visuel sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, un essai beaucoup plus long, ça fait 11 minutes, on rentre dans les détails et tout, avec des belles images. Et là, mon ami Jean-Luc, on va parler du Toyota Yaris Cross. Yaris Cross, on va remonter en 1994, vous n'étiez pas né, Dame Laurence, mais bon, Toyota a inventé le créneau, a inventé le petit SUV urbain avec ce qui s'appelait à l'époque le Fun Cruiser, qui est devenu après le RAV4. C'était le petit RAV4 3 portes, c'était vraiment une voiture très sympa, moi j'avais craqué à l'époque, et ensuite Toyota a délaissé ce créneau qui est pourtant le deuxième plus important, c'est le deuxième créneau le plus vendu en France. Ils reviennent avec le Yaris Cross qui est développé sur la plateforme de la petite Yaris et qui vient combler cette lacune. Alors c'est une auto qui a beaucoup de caractère, qui reprend vraiment l'idée de ce RAV4 initial. Je vous invite à aller la voir en photo si vous ne l'avez pas vu sur encore, Internet. Avec une garde au sol un peu surélevée, c'est la mode, 18 cm. Elle est beaucoup plus grande que la Yaris, elle a grandi de 24 cm. Au total 4,18 m de long. Évidemment, il y a plus de place. À l'arrière, on a un peu plus de place, même si c'est encore pas gigantesque. On a une modularité qui est pas mauvaise, avec des sièges qui basculent 40, 20, 40. Et puis à l'avant, c'est l'ambiance de la Yaris. Vous ne serez pas dépaysé. La présentation de bonne facture. Toyota a fait des gros progrès sur les derniers modèles, parce qu'avant, ce qu'on critiquait, c'était cette qualité perçue, c'est pas la qualité intrinsèque, parce qu'on voit dans le temps en fait que les plastiques Toyota vieillissent bien, c'était juste que ça paraissait un peu gratte-gratte. Vous voyez, on aime bien les trucs moussés chez nous, alors que les Japonais, je sais, mais les Japonais n'aiment pas, parce que pour eux, un truc moussé, c'est que c'est pas solide. C'est sans doute pour ça, mais culturellement, ça y est, ils ont fait la translation, donc aujourd'hui, on a des choses un peu plus agréables. Le reproche que je ferais, c'est que c'est un peu tristounet, la présentation d'un véhicule qui est fun extérieurement, et à l'intérieur, c'est un peu noir, gris. J'aurais mis un peu de couleur, comme il y a dans certains véhicules d'ailleurs dans la gamme Toyota. Alors sinon, on a des compteurs classiques qui sont doublés d'un affichage tête haute sur les versions haut de gamme, un écran central 7 pouces qui est plus réactif que les anciens. Enfin, un GPS Toyota qui ne vous perd pas systématiquement. Ça, c'est bien. Je suis méchant, mais c'est normal. C'est en appuyant là où ça fait mal que ça progresse. On en parlera après, parce que Monsieur Franck Marotte qui a fait une tête... On peut appairer un téléphone Wi-Fi. On peut appairer un téléphone en Wi-Fi. Et puis, il y a des sonos JBL dans les Toyota depuis un moment. Et c'est vrai que ça marche bien. Je vous conseille, si vous êtes séduit par cette voiture, de cocher la case avec cet équipement à 8
8 haut-parleurs. Bon, la panoplie des systèmes de sécurité, on l'a évoqué, elle est vraiment complète. Régulateur de vitesse adaptatif, alarme de franchissement de ligne, de maintien dans la file, freinage automatique d'urgence, etc., etc. L'auto est disponible en 2 ou 4 roues motrices, et dans cette dernière version, hélas, le coffre est un peu amputé, il fait que 327 litres, il fait 400 litres dans la version 2 roues motrices. Il faudra y penser si vous cherchez une voiture familiale, au moment du choix, savoir si vous prendrez 2 ou 4 roues motrices. Alors, c'est la seule full hybride 4 roues motrices de son segment. C'est important, parce que ceux qui veulent un 4x4 compact et qui habitent dans des régions où parfois les chaussées sont glissantes, ça sera la Yaris Cross ou la Yaris Cross. D'accord, bon, c'est bien. En fait, le choix. Pas trop avoir le choix, c'est bien aussi. Bon, la motorisation, c'est celle de la Yaris hybride. Donc, pour mémoire, un moteur essence 3 cylindres qui fait 82 chevaux associé à un moteur électrique qui fait 80 chevaux pour un total de, vous allez me dire, 82 plus 80 égale 116. Pardon ? Archi nul en calcul. Non, ça c'est lié en fait à la puissance de la batterie. Voilà. Et puis à aucun moment les deux moteurs sont à leur puissance maximum ensemble. Donc même quand ils travaillent ensemble, on a au maximum 116 chevaux. Dès les premiers tours de roue, je vais le dire, et Franck, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, j'ai été un peu déçu pour le confort de la voiture. Parce que la nouvelle Yaris avait beaucoup progressé en confort. Et moi je m'attendais sur un SUV à avoir quelque chose d'un peu plus pullman même que la berline. Et en fait non, parce que comme le centre de gravité est plus haut et que la voiture est plus lourde, il a fallu revoir l'étarage de suspension et c'est un chouï ferme, d'autant que j'ai essayé la version première qui est la version haut de gamme qui a des roues de 18 pouces et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu ferme. Ça, c'est le premier problème. C'est la même chose un peu au niveau du patinage de la transmission. Alors, il y a plein de gens, on s'habitue. Hein, moi, ça fait 17 ans que je roule en hybride Toyota, donc je suis habitué au système de transmission qui donne cette impression de patinage, ce que j'appelle l'effet mobilette d'habitude. Il est un peu plus accentué que sur une Yaris berline. Pourquoi ? Parce que la voiture est plus lourde et donc quand on réclame de la puissance, le moteur grimpe un peu plus vite dans les tours. Donc ça n'incite pas à rouler de façon dynamique. Ça n'incite pas à rouler de façon dynamique. C'est dommage parce que les ingénieurs ont fait un bon travail sur le châssis de la voiture. Elle est suffisamment vive, moins que la berline, mais c'est bien. Mais ça, on n'en profitera pas. Il faut en fait, pour avoir la quintessence de ce véhicule, faire de l'urbain, du périurbain. Là, vous êtes un peu plus haut que dans la berline. Vous avez des consommations qui sont ras des pâquerettes. Moi, en roulant, pas forcément en faisant chasse au gaspillage, j'ai fait 5 litres 4. On peut descendre en dessous de 5 litres en ville. Il faut quand même le signaler. Et le prix déjà, vous voulez le prix ? Oui, parce que ça passe trop vite. Oui, ça passe trop vite. Alors, cette version première que j'ai essayée est assez chère, 34 500 €, mais ça démarre à 25 000 € et vous rajoutez 2 000 € si vous voulez une version 4 roues motrices. Je vous ai dit, c'est le seul du marché à proposer ça pour le moment. C'est pas un 4x4 au sens tout-terrain. Le RAV4 était franchisseur. Le 4x4 c'était un vrai. Le RAV4 c'était un vrai 4x4 pour faire du franchissement. Là vous avez la transmission intégrale disponible jusqu'à 70 km/h, mais c'est largement suffisant sur une route enneigée par exemple. Comme on tient le président directeur général de Toyota avec nous sur Sud Radio, réaction à cet essai de notre ami Jean-Luc Moreau sur Sud Radio aussi. Je voudrais commencer par signaler que ce véhicule est une énorme fierté pour l'usine de Valenciennes puisqu'il est intégralement fait à Valenciennes, donc il est intégralement Vive les Hauts-de-France. Voilà. En plus, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est la fiabilité du système hybride Toyota qu'on connaît maintenant, qui va sans doute emporter des ventes. On peut y aller presque les yeux fermés, c'est un nouveau modèle, mais au moins on sait derrière que cette mécanique-là, ça sera du sans problème. Vous visez 30 000 ventes, c'est ça ? On vise 30 000 ventes en 2022, on a la première année pleine. Moi, je pense que vous les ferez. Oui, si on peut les dépasser, c'est encore mieux. Mais votre avis sur les petits là où ça fait mal, les petits points où il n'est pas content. Sur le confort, le confort, c'est vrai que les routes 18, c'est que sur les finitions hautes ou en option. On est d'accord. Le confort, c'est toujours un parti pris, vous le savez très bien. Oui, bien sûr. Effectivement, ce que l'on a souhaité avoir, c'est un véhicule qui est un typage très approprié aux consommateurs français, européens un peu plus largement, avec une tenue de caisse qui soit forte, qui soit très maîtrisée. Un des problèmes potentiels d'un SUV, étant donné que le centre de gravité est plus haut, sans être trop technicien, c'est le roulis comme on appelle ça, c'est-à-dire la caisse qui a tendance à tanguer un petit peu. Et donc on a souhaité avoir une meilleure maîtrise de cela. Le passage obligé pour avoir un roulis réduit. Maîtrisé, c'est des barres de roulis plus grosses. Voilà, donc c'est effectivement un confort qui est un petit peu moins important que sur une caisse qui a plus de roulis. Donc on a essayé de trouver le bon équilibre, sachant qu'on est sur un SUV qui est essentiellement urbain, mais pas que, puisque les 4 roues motrices permettent une grande polyvalence, ainsi que la taille du coffre, ainsi que l'espace arrière.
Mais globalement, on a considéré que c'était une synthèse véhicule qui était appropriée au mode de conduite et aux attentes des consommateurs français. En tout cas, voilà, l'ami Jean-Luc, lui, il est toujours très franc dans ses essais. C'est aussi pour Bien ça sûr. qu'on l'aime. Et vous retrouvez, je vous le rappelle, l'essai de cette fameuse Yaris sur notre chaîne YouTube de Sud Radio. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et tout de suite, on va parler d'environnement avec On va notre parler invité Franck d'environnement. Marotte, président directeur général de Toyota. Alors, il y a plein de trucs dans l'environnement. On va finir, tiens, peut-être sur l'électrique tout à l'heure, parce qu'on n'a pas fini. C'est vrai qu'on a parlé d'un nouveau véhicule qui allait arriver en 2022, c'est ça ? Oui. Il y a, j'imagine, d'autres véhicules qui vont arriver derrière. Et Toyota a présenté au JO de Tokyo des petites voitures électriques avec une technologie de batterie novatrice. C'est ce qu'on appelle les batteries solides. Est-ce que Toyota va arriver sur le marché de l'électrique avec cette technologie-là ou avec une technologie de rupture ? Puisque vous avez une image d'innovation. On voit mal comment vous pourriez arriver sur le marché du véhicule 100% électrique avec une technologie que les autres utilisent depuis 3 ou 4 ans. Alors, vous avez raison. Je regardais ce matin un classement très intéressant mondial qui liste toutes les grandes entreprises les plus innovantes. Et Toyota est 21e dans ce classement. Alors évidemment, les premiers sont sans surprise les Apple, Amazon, que l'on connaît bien. Mais dans le monde des entreprises historiques sur le marché, et en particulier des entreprises industrielles, eh bien, Toyota est le premier représenté. Donc c'est une grande fierté. Et ça sert effectivement nos ambitions de décarbonation toujours plus importantes. Donc, effectivement, on travaille sur les batteries solides parce que c'est une des technologies d'avenir qui améliore le rendement des véhicules électriques, qui permettent de compacifier, d'améliorer la sécurité également. On a aujourd'hui 2 sujets encore qui restent à traiter. C'est justement d'améliorer encore plus loin le rendement, sans être trop technicien, mais en particulier en améliorant la circulation des ions dans les batteries. Et puis le deuxième sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la durée de vie des batteries. On est le seul constructeur qui garantit ces batteries sur ces véhicules hybrides aujourd'hui, électriques demain, pendant 10 ans. Et donc c'est une vraie garantie pour les consommateurs. On souhaite continuer à le faire avec les batteries solides et éventuellement même d'aller plus loin. Et on a encore du travail à faire en recherche et développement pour que les batteries solides arrivent à cette maturité. Donc 2022, premier véhicule électrique, il y a d'autres modèles qui sont prévus à horizon quand ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, en dessous de 4, il y a 3 chiffres. D'accord, ok. Donc ça, c'est quoi ? C'est 2025 l'horizon ? Non, vous me réinviterez. Alors ça réagit beaucoup sur la page Facebook sur le nom que vous voulez lui donner, parce qu'évidemment vous imaginez bien que ça va dans tous les sens. Mais puisqu'on parle d'environnement, qu'est-ce qu'on en fait de ces batteries après ? Comment Toyota travaille sur... oui, parce qu'il y a un moment que vous vendez des voitures avec des batteries, donc c'est vrai que... Ces fameuses batteries électriques, elles vont devenir quoi ? Si les autres découvrent le recyclage, il y a longtemps que la filière est en place. Comment ça marche ? Comment ça marche chez Toyota ? Alors, on a donc un partenariat structuré en Europe avec un prestataire français et un prestataire belge qui collecte toutes les batteries des véhicules en fin de vie, bien sûr. Également, lorsqu'on a des batteries à changer sur nos véhicules en cours de vie, il y a une traçabilité intégrale qui est organisée avec notre réseau de distribution, c'est-à-dire qu'on met la nouvelle batterie, on récupère l'ancienne, il y a un ticket et 100% est ramené chez le constructeur. Et donc ce système fonctionne complètement et nous permet d'assurer une porosité complète avec la nature et donc de maîtriser jusqu'au bout la chaîne de recyclabilité. On recycle combien, en pourcentage, combien sur une batterie ? Alors on ne donne pas de chiffre exact parce que on aime bien être toujours à la hauteur de nos promesses chez Toyota et il peut y avoir en fin de vie un véhicule qui disparaît de la circulation sans qu'on le sache. Il y a des circuits d'exportation par exemple qui peuvent exister et qui ne sont pas complètement sous notre maîtrise. Donc on reste pas sur des chiffres, mais on est très proche des 100%. Et on a une maîtrise complète de la chaîne pendant et à la fin de la vie. Beaucoup de questions, je vais en poser une. On nous demande sur la page Facebook de Sud Radio, et le flex fuel chez Toyota, l'éthanol ? Alors le flex fuel, c'est une bonne question parce que c'est ce qu'on appelle une niche fiscale en ce moment en France. C'est pas qu'une niche fiscale, parce que c'est 90% de particules en moins, c'est il y a quand même aussi 75% d'émissions de CO2 en moins. C'est aussi les agriculteurs français qu'on fait travailler. C'est 90% de NOx en moins, c'est aussi un produit français, Cocorico. Effectivement. Alors, il y a la niche fiscale et l'atout technologique qui est effectivement avéré. Notre ambition chez Toyota, c'est de proposer des technologies, et l'hybride auto-rechargeable en est une, qui permettent de décarboner, mais globalement, on participe à une ambition qui est la décarbonation mondiale, pas seulement en France. D'accord. Vous jugez que c'est trop franco-français en gros. À ce stade, on a fait des études, je ne vous le cache pas, mais à ce stade, c'est une technologie qui n'est pas exploitée dans le reste de l'Europe.
Et donc, on préfère parier sur des améliorations continues de l'hybride auto-rechargeable qui permettent de décarboner plus globalement en Europe et bien sûr en France aussi. C'est ballot parce que je vous le dis, mais parce que les moteurs Toyota acceptent très bien l'alcool, c'est ça en fait. Non, mais le truc, c'est que ce que veut dire Franck Marotte, je veux dire, c'est quand même un pavé dans la mare. C'est franco-français cette histoire d'éthanol et de flex fuel. C'est ce que vous êtes en train de dire, ça n'existe nulle part ailleurs. Si, ça existe en Suède, ça existe. Oui, un peu au Brésil, mais en Europe, c'est compliqué. Ah non, ça existe beaucoup au Brésil, mais en Europe, ça existe en Suède et en Suisse. Et c'est vrai que c'est deux marchés qui sont pas énormes. Mais alors, du coup, bien, pas bien. Il faudra que les Allemands s'y mettent pour que tout le monde s'y mette. Allez, dans quelques instants, on parle de pneus aussi, toujours avec Toyota. Décidément, il va falloir que l'émission soit plus longue. Il nous reste un petit quart d'heure de On parle auto sur Sud Radio. D'hydrogène, je veux qu'on parle encore de plein de choses. Allez, vite, balance la pub, on revient vite. Il nous reste 10 minutes pour notre fin d'émission. On accueille tout de suite Dominique Stemfel. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour Monsieur Marotte. Président du syndicat des professionnels du pneu et l'émission spéciale Franck Marotte, PDG de Toyota. On va parler SUV. Alors c'est 40% du marché aujourd'hui les SUV et Toyota, mine de rien, est quand même le deuxième constructeur qui vend le plus de SUV en France, juste derrière Peugeot. Et Dominique, là on va arriver quand même petit à petit vers l'hiver. Et c'est vrai que il y a une problématique qui est liée au SUV, c'est que les gens se disent « ouais, j'ai un SUV, donc je peux partir à la montagne. » Sans changer les pneus. Exactement, je suis en sécurité, je suis dans un SUV. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors non, c'est pas vrai, au risque de décevoir. Un SUV a deux inconvénients par rapport à une berline. Il est plus haut et il est plus lourd à motorisation ou à châssis identique. D'accord, mais ça c'est quand on descend ça que ça pose problème. Alors, ben moi je fais que monter, alors donc. Alors si vous faites que monter, on peut parler de motricité. Et là, en l'occurrence, si c'est un SUV à 2 roues motrices, ça change rien par rapport à une berline. D'accord. Par contre, si c'est un SUV à 4 roues motrices, là effectivement, on gagne en motricité puisque les 4 roues agissent en particulier dans la neige profonde ou sur route enneigée. Donc, alors contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas plus en sécurité en hiver dans un SUV, en particulier si c'est que 2 roues motrices. Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire pour être en sécurité pour le coup là ? 40% du marché. Alors la sécurité, en fait, ou l'insécurité, elle vient surtout de la descente, puisque le véhicule étant plus lourd, étant plus haut, il est moins maniable et on peut avoir ce qu'on appelle un effet luge. On comprend bien ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on perd totalement le contrôle du véhicule et qu'il est entraîné dans la descente. Et ça, c'est encore plus vrai sur un SUV que sur une berline. Donc il faut 4 pneus hiver ou 4 pneus 4 saisons, on est d'accord. C'est de toute façon la loi montagne, elle arrive. Hein. Voilà, la loi montagne, elle oblige à 4 pneus dans 2 semaines. hiver. Et en l'occurrence, sur les SUV, il ne faut pas penser qu'on est plus en sécurité que sur une voiture et il faut aussi bien équiper qu'un SUV qu'une berline. Tous ceux qui ont 2008, 3008, les Mini, le RAV4, etc., il faut y aller. Le Yaris Cross, voilà. Yaris Cross, même avec 4 roues motrices, il faudra, pour être en sécurité dans la descente, l'équiper avec des pneus hiver ou des pneus 4 saisons. Il faut 4 pneus pareils, hein, on est d'accord ? Alors il faut 4 pneus pareils tout simplement parce que alors c'est d'une manière générale, hein, il faut 4 pneus identiques dans la mesure où dans des conditions d'adhérence limitées, il faut que l'adhérence soit identique sur les 2 essieux du véhicule, sinon on risque soit de partir tout droit dans un virage, soit de partir en tête à queue lors d'une manœuvre. Voilà. Donc ça c'est très important. Conseil donné par notre invité Dominique Stemfel, qui est, je le rappelle, président du syndicat des professionnels. Merci Dominique. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Dominique. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Allez, on va finir avec notre invité émission spéciale, Monsieur Marotte, qui est le président directeur général de Toyota France, avec la question qui fâche. Non, la question qui fâche, c'est vrai qu'on a le sentiment que Toyota est un constructeur très pragmatique. Hein. Vous arrivez sur l'électrique parce que vous avez étudié tout ça. Pour moi, il y a un modèle dans la gamme qui n'est pas franchement pragmatique, c'est la Mirai 2. Alors, qui n'est pas fabriquée en Chine, hein, la Mirai de Chine. Voilà, mais la Mirai 2 qui fonctionne donc avec une pile à combustible, donc à hydrogène,
c'est pas pragmatique comme solution. On sait que l'hydrogène aujourd'hui est produit à 95% à partir de ressources fossiles. Ça n'a pas grand intérêt en matière d'environnement. Ça reste une voiture qui est hors de prix pour le commun des mortels. Est-ce que demain, Toyota continuera à développer l'hydrogène? C'est bien ce que je disais, c'est la question qui fâche. Alors, Mirai, ça veut dire avenir en japonais, ça veut pas dire muraille. Ça je savais. Et donc, c'est effectivement le véhicule qui porte une technologie d'avenir. C'est un regard posé assez loin, effectivement, sur ce que sera la mobilité dans le futur. On pensait que ça serait très loin, mais finalement, ça se rapproche. On a entendu qu'il y avait de nombreux investissements qui vont être faits, en particulier en France. Le président Macron a alloué une partie pour 2030, une partie des fonds publics. Et donc, c'est une technologie zéro émission, totalement décarbonée, qui a le mérite d'utiliser l'hydrogène. Le mérite de l'hydrogène, c'est quoi? C'est que c'est le seul instrument pour stocker de l'électricité. L'électricité, c'est une batterie, ça marche très bien pour stocker de l'électricité. Oui, mais l'électricité, c'est une énergie intermittente. Il faut recharger des batteries, et pour recharger des batteries, il faut de l'électricité. Et éventuellement, quand on est en zéro émission demain, avec de l'éolien, avec de l'hydraulique, on peut se retrouver sans capacité de recharge de batterie. Ça pourrait arriver. Alors, on a un parc nucléaire, on va voir comment il évoluera dans l'avenir. Mais le mérite de l'hydrogène, c'est que ça stocke et ça rend de l'électricité disponible en permanence pour la mobilité. Voilà. Et donc, associer cette source d'énergie qui stocke avec un véhicule qui permet une mobilité zéro émission, nous avons la faiblesse de penser que c'est un des axes majeurs pour le développement de la mobilité zéro émission. Ça fait 30 ans qu'on nous promet que demain on roulera à l'hydrogène. L'hydrogène aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que on transforme de l'électricité, comme vous l'avez dit, pour faire de l'hydrogène vert. On parle de l'hydrogène propre, pas de l'hydrogène à partir du gaz naturel. On prend une énergie de départ qu'on va transformer en hydrogène et qu'on retransforme ensuite en électricité. En gros, il reste plus qu'un tiers de l'énergie de départ à utiliser pour faire avancer la voiture. C'est pas plus simple de charger une batterie directement. Moi, j'en avais parlé avec le directeur du programme chez Toyota, du programme hydrogène, qui m'avait dit à l'époque, si les batteries progressent suffisamment, on arrêtera le programme hydrogène pour les véhicules particuliers. Donc, allez-y, on vous laisse répondre, vous avez 30 secondes. En l'occurrence, la position de Toyota, c'est que les deux seront complémentaires. Déjà, ça dépendra de l'usage des consommateurs. Certains consommateurs ont des usages qui leur permettent de recharger. Il y aura toujours un temps de recharge sur les batteries. Ça va réduire, bien entendu. On arrive aujourd'hui à 20 minutes pour 80% de recharge. Moi, j'ai fait 16 minutes cette semaine avec une grosse batterie. Mais vous aurez toujours un temps de recharge, ce qui parfois est incompatible avec l'usage que certains professionnels ou particuliers peuvent avoir de leur véhicule. Deuxièmement, il faut des points de recharge. L'hydrogène a le mérite d'avoir un temps de recharge qui est strictement le même que le pétrole. Et donc, il y a tout un pan de la mobilité qui basculera plutôt vers de l'hydrogène pour une question d'usage. Et on puis, en reparlera. On en reparlera parce qu'il y a une usine qui vient d'ouvrir d'hydrogène à Bouin, on est en Vendée. Une des premières usines d'hydrogène ouvre chez nous aussi. Donc voilà, c'est peut-être aussi la solution d'avenir ou tout du moins l'une d'entre elles. Monsieur Franck Marotte, on vous aurait bien gardé quelques minutes de plus, franchement, genre une demi-heure par exemple. Oui, par exemple. un petit message privé pour Patrick Roger, si tu nous écoutes, Patrick. Merci d'avoir été au micro de Sud Radio. Merci à vous, merci de m'avoir invité. D'avoir parlé vrai. Et puis, vous êtes le bienvenu, on vous réinvitera. Avec plaisir. La semaine prochaine, on revient à une émission normale. On aura le prochain patron, ça sera le patron de BMW au mois Monsieur Salomon. Le mois prochain. Voilà. Ça va rouler avec vous, bien sûr, et sur Sud Radio.